Ensuite, on va avoir les régulations de la croissance, donc avec les facteurs génétiques, environnementaux, endocriniens et mécaniques. En fait, c'est le premier paragraphe du cours, c'est ce qu'on a vu tout en haut. Donc, c'est ces facteurs-là qu'on va décrire. Donc, le facteur génétique, donc en fait, la taille finale prévisible, donc ou taille cible, est proposée selon une règle simple en se basant sur la taille des parents. Donc en fait, c'est pour ça que c'est génétique, c'est parce que c'est selon la taille des parents, selon la famille, selon leur gène. On dit que la taille de l'enfant, pour connaître la taille de l'enfant, on doit prendre la taille du père plus la taille de la mère. Si c'est un garçon, on fait plus 13, si c'est une fille, on fait moins 13, et le tout divisé par 2. Et normalement, on atteint la taille de l'enfant. Ensuite, pour les facteurs environnementaux, donc on voit bien que la nutrition ou la dénutrition vont influencer la croissance. Et la dénutrition, en l'occurrence, va s'associer à des retards de croissance. Donc la nutrition interviendrait aussi dans le cas de la modification de taille chez les populations migrantes, mais de manière plus obscure. Et on voit que l'accélération de la croissance de la puberté, donc au fil des âges, augmente parce qu'elle a augmenté de 10 cm au cours d'un siècle chez l'homme, donc c'est beaucoup. Ensuite, pour les facteurs endocriniens, donc c'est les hormones, comme on a vu tout à l'heure. Donc tout ça, c'est les hormones importantes pour la croissance. Donc il y a les hormones thyroïdiennes, pardon, corticoïdes, stéroïdes sexuels, GH, c'est l'hormone de croissance, la vitamine D. Et ce qui est important de voir, c'est que ces hormones sont nombreuses et ne se commencent pas les unes et les autres. C'est-à-dire que si on est en mode de corticoïdes, il nous en manque, on ne peut pas compenser avec la vitamine D. Non, toutes ces, euh, toutes ces hormones sont importantes et en bonne quantité. Donc si on en a trop de vitamine D, c'est mauvais. Si on n'a pas assez de corticoïdes, c'est mauvais. Voilà. Ensuite, on a le facteur mécanique. Donc le cartilage de croissance doit être soumis à une compression optimale pour fonctionner au maximum de ses capacités et produire ainsi le maximum de croissance. Donc cette phrase est super importante. Il faut faire attention parce qu'en QCM, ils piègent. Ils disent par exemple le cartilage de croissance doit être soumis à une compression maximale pour fonctionner au maximum de ses capacités. Non, c'est faux. Il faut vraiment une compression optimale. C'est-à-dire que si on met une trop grosse compression au niveau du cartilage, ça va être pathologique. Et si on ne met pas une assez grande compression, ça va être aussi pathologique. Il faut vraiment une compression optimale. Donc ça, c'est décrit par la loi de Frost. Donc on dit que normalement, le cartilage de croissance possède une activité de base qui est faible. Mais à partir d'un certain degré de compression, qui correspond de situations physiologiques, donc c'est-à-dire la situation normale, le cartilage est stimulé. Donc par exemple quand on marche, au niveau des cartilages de croissance du tibia, il va être stimulé, ou alors du fémur ou des vertèbres. Donc ça c'est une compression optimale donc dans la situation physiologique. Mais par contre dans une situation pathologique, donc c'est au-delà d'un seuil, le cartilage est inhibé. C'est-à-dire que si on met une trop grosse compression, par exemple un enfant qui porte ses sacs lourds, des sacs lourds, cela retentit sur le cartilage qui sera dégradé. Cela peut être aussi au quotidien comme certains sports de haut niveau. Ouais. Par exemple, si un enfant de 5 ans il fait du crossfit, c'est pas très bon. Ensuite, exploration de la croissance. Donc il existe différents moyens d'exploration. Donc pour voir la croissance de l'enfant, donc on peut soit le voir de manière clinique, soit radiographique. Donc cette partie-là, elle n'est pas très compliquée. Donc on va passer et on va faire les perturbations de la croissance. Donc il y a 3 types de perturbations. Donc les perturbations locales, loco-régionales et générales. Donc pour les perturbations locales, on va voir que c'est le traumatisme direct du cartilage de croissance. Et on les appelle les épiphyodièses. Donc c'est les plus typiques, donc les plus courantes. Sont les traumatismes directs localisés du cartilage de croissance, provoquant un arrêt de croissance. Il va y avoir blocage du développement de l'épiphyse. Donc c'est pour ça qu'on appelle épiphyodièse. Donc il y a 2 types de liaisons. Donc soit une liaison post-traumatique, donc après par exemple une fracture, donc c'est simplement mécanique, soit après une infection, donc c'est lorsque se va une infection du cartilage de croissance. Donc lorsqu'il va avoir cette infection, le cartilage de croissance ne se reforme pas, donc ça c'est super important. Une fois que le cartilage de croissance est
est lésé ou fracturé ou lorsqu'il y a une infection, il ne va plus jamais se reformer. Donc la métaphyse et l'épiphyse s'unissent au niveau de la portion où le cartilage a disparu et, et vont constituer donc le pont épiphysièse. Donc en fait, c'est sur le schéma qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, là on le voit bien. Là il y a l'épiphyse, là il y a les métaphyses. On a dit que là il y avait le cartilage de croissance. Sauf que le problème c'est que s'il y a une infection ou s'il y a un traumatisme direct, ce cartilage de croissance ne va pas se reformer, donc il va disparaître. Et donc au niveau de l'épiphyse de la métaphyse, il va avoir juste ici un pont d'épiphysièse qui va venir se créer. Et donc cela va constituer un blocage et on va atteindre notre taille définitive. Donc en fait, il va y avoir carrément un arrêt de croissance. Ok, donc c'est ce qu'on nous dit après. Donc si le pont il est central, la conséquence sera l'arrêt définitif de la croissance. Mais par contre, s'il est latéral, il va avoir un côté qui va grandir et donc la croissance va être asymétrique et provoque un défaut d'axe. C'est cet exemple-là. Donc ça c'était pour perturbation locale. Ensuite là on a la perturbation loco-régionale. Donc on va avoir l'exemple de, moi je veux dire, la plus fréquente sont les ectromélies, notamment l'ectromélie longitudinale externe avec agnésie du péroné. Donc le péroné c'est l'ancienne appellation de la fibula. Donc en gros c'est cet exemple-là, donc ils vont nous le décrire. Donc qu'est-ce que c'est? C'est des malformations longitudinales, donc au niveau de la longueur des membres. Donc là, c'est le membre sain. Là, c'est le membre pathologique. Donc il y a un problème au niveau de la longueur, on le voit bien. Donc elle concerne tout un membre. Donc là, pour cette personne, c'est le membre droit, membre inférieur droit, avec une augmentation de la gravité dans le sens proximo et distal, donc de la racine de la cuisse jusqu'au pied. Là, on peut voir que là, la cuisse a l'air plus ou moins saine. Et à la fin, on peut voir que ça devient de plus en plus pathologique, donc de plus en plus grave. C'est pour ça que la gravité est dans le sens proximo-distal. Donc, on voit que le fémur, donc il est juste ici, il est plus court ici que ici, donc le fémur est plus court. Le genou est beaucoup plus instable. Donc cette instabilité peut être, là on nous dit qu'elle est due à un défaut ligamentaire. Donc c'est soit le ligament collatéral du genou par exemple, ou les ligaments croisés antérieur, postérieur. Bref, il y a un défaut au niveau du genou. Ensuite, on nous dit que le tibia est très court, et ce qui est super important, c'est que la fibula est absente. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il y a une agnésie du péroné, parce que la fibula est absente. La prévision d'inégalité de membres de 10 à 15 cm. Donc c'est pour ça. Et aussi, pardon, au niveau du pied, donc le pied est mal formé, et parfois il y a des absences de plusieurs métatarsiens. Donc ensuite, la troisième et dernière perturbation, c'est la perturbation générale. Donc il y a la perturbation constitutionnelle. Donc ça, c'est pas très grave. Certains sujets sont de grande ou de petite taille. Bon, ça, c'est des raisons familiales ou d'origine, enfin génétique, donc c'est pas très grave. Endocrinienne, donc pareil, ce qu'on a vu tout à l'heure aussi, le déficit hormonal, qui va induire sur la vitesse de croissance. Et ensuite, métabolique, donc là on a l'exemple, la mucopolysaccharidose, donc qui est liée notamment à des enzymes qui sont censés dégrader la polysaccharide. Et enfin, génétique, donc on a soit la chondroplasie, qui est une anomalie génétique caractérisée car le sujet donc, est de petite taille, avec un défaut de croissance au niveau des membres et surtout du tronc. Donc en fait, on le voit là. Hop. Et donc l'inverse, on a la maladie de Marfan, donc cette fois-ci c'est l'individu des très grandes tailles, donc 2 mètres voire plus. Il y a une anomalie du tissu élastique, souvent associée avec des problèmes cardiovasculaires. Donc voilà, ça c'est la maladie de Marfan. Donc c'est un peu l'inverse. Et enfin, la croissance est réglée par des lois fixes, mais avec une grande marge avec une marge variable pour chaque individu. Donc c'est ce qu'on a vu, par exemple, comme loi fixe, on a vu dans la partie génétique. On a vu ici, on nous donne un calcul par exemple pour connaître la taille de l'enfant. Donc c'est fixe, mais ça va varier selon les individus parce que ça marche pas pour tout le monde. Ensuite, la cinétique de croissance est variable, donc ça on l'a vu. Donc les perturbations dans la croissance osseuse peuvent varier. Ok.
donc local, donc ensuite soit local, soit régional, soit général. Donc en fait, c'est les trois exemples qu'on a mis là. Local avec l'épiphodièse, loco-régional avec l'amnésie du péroné, et enfin général avec ces quatre exemples. Donc voilà, on a fini pour la première vidéo du premier cours du module kiné. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message.